Bon, le Sénégal, champion d'Afrique en 2025, se retrouve à la sortie précoce de la Coupe du Monde 2026. Franchement, ça m'a frappé comme une claque. Le truc, c'est que tout le monde attendait un conte de fées. Et on a eu un cauchemar. Quand j'ai vu les premières analyses, j'ai d'abord pensé à un simple mauvais jour. Mais en creusant, j'ai compris que le problème était plus profond. Le Sénégal arrive en Amérique du Nord avec le titre continental, les fans en délire, les médias qui crient l'Afrique en force. Et pourtant, sur le terrain, les lions de la Teranga ne semblent plus reconnaître leurs propres repères. J'ai relu les interviews, les conférences de presse, les images d'entraînement. Le truc, c'est que chaque détail compte, surtout quand on parle d'une équipe qui porte la fierté d'un continent. Alors, pourquoi ces lions qui ont dominé l'Afrique se sont-ils égarés sur la plus grande scène du football mondial? C'est ce que je vais décortiquer, en restant fidèle aux faits que l'on connaît, sans inventer de chiffres. Sauf que, dès qu'on parle de la Coupe du Monde, les attentes explosent, et la pression devient un vrai poids. J'ai donc décidé de mettre à nu les raisons de ce flop, en me basant sur ce qu'on voit réellement, pas sur des rumeurs sans fondement. Type Object comptant porter le sac du champion d'Afrique. C'est déjà un sacré défi. Le titre donne confiance, mais il impose une charge énorme. J'ai entendu les joueurs parler du besoin de prouver qu'ils méritent leur couronne. Franchement, je pense qu'ils ont sous-estimé la transition entre la CAN et la Coupe du Monde. Quand on quitte le stade de la CAN, on entre dans un univers où l'intensité explose. Les adversaires ne sont plus des équipes déjà battues, ce sont les géants du football mondial. Les qualifications se sont déroulées dans un contexte plus souple, et l'équipe a eu du mal à s'adapter aux exigences tactiques de ses nouveaux rivaux. J'ai remarqué que les phases de possession semblaient hésitantes, comme si le collectif cherchait encore son identité. Le mental de groupe, forgé par la victoire continentale, a dû affronter des critiques plus virulentes. Cette pression a créé des doutes dans le vestiaire. En plus, les supporters sénégalais attendent des miracles, et leur exigence ajoute une couche de stress supplémentaire. Le poids du titre a freiné l'envie d'innover, et cela se ressent clairement sur le terrain. Mais le problème n'est pas seulement psychologique. Les choix tactiques du staff ont joué contre nous. L'alignement trop rigide a laissé peu de place à la créativité des attaquants. Les entraînements ont parfois semblé trop centrés sur la possession, au détriment de la rapidité d'exécution. J'ai vu des joueurs hésiter à prendre des risques, crachant de perdre la face devant leurs fans. Le manque d'ajustement en cours de match a également été flagrant. Quand l'adversaire a pressé, le Sénégal a semblé figé, incapable de réagir rapidement. En bref, le titre africain a été un fardeau qui a limité l'audace tactique et mentale. Il faut accepter que la couronne ne garantit pas le succès mondial, et que la préparation doit être repensée. Franchement, les décisions de l'entraîneur ont surpris tout le monde. J'ai vu des formations qui semblaient trop conservatrices contre des équipes offensives. Le problème, c'est que la flexibilité était totalement absente. Les joueurs n'ont jamais eu la liberté d'exprimer leurs qualités individuelles. J'ai observé des milieux de terrain qui restaient trop en retrait, laissant les attaquants sans service. Quand on affronte des nations qui dominent le jeu de possession, rester passif devient handicap majeur. J'ai remarqué que les changements à la mi-temps n'ont pas apporté de réel impact. Le banc semblait ne pas avoir de réponse claire à proposer. Le rôle de Koulibaly, par exemple, a été limité à des consignes défensives strictes. Au lieu de cela, il aurait pu être un lead pour organiser le jeu depuis l'arrière. J'ai noté que les coups de pied arrêtés, armes des équipes africaines, n'ont pas été exploités. Chaque corner, chaque coup franc était traité comme une simple reprise de jeu. En bref, la stratégie était trop rigide, laissant l'équipe à la traîne dès le départ. Le problème, c'est que la rigueur tactique a fini par étouffer la créativité. Cette créativité était la force du Sénégal en Afrique.
J'ai senti une frustration grandissante parmi les joueurs, visible même dans leurs gestes. Les supporters, habitués à un football flamboyant, ont exprimé leur déception en chœur. Cette approche rigide a détruit l'énergie qui caractérisait nos qualifications. Au final, le Sénégal a présenté un football sans âme, dépourvu d'attaque et de surprise. Je crois fermement que l'entraîneur aurait dû adopter une philosophie plus audacieuse. Il aurait dû libérer les talents bruts de son effectif. Sans ce changement, la défaite était inévitable, certainement. Si tu suis ce type d'analyse où on décortique chaque détail, n'oublie pas de t'abonner. Ça te permettra de rester au cœur des débats les plus chauds du football africain. Bon, parlons de Koulibaly. Le vétéran a toujours été le roc de la défense sénégalaise. J'ai vu son leadership s'exprimer lors de la CAN, où il guidait les jeunes. Mais le truc, c'est que dans le tournoi mondial, son rôle a changé. J'ai observé qu'il était parfois chargé de couvrir trop de terrain, ce qui l'a laissé vulnérable aux contre-attaques. Sauf que, quand on dépend trop d'un seul défenseur, les espaces se créent rapidement. J'ai remarqué que les coéquipiers n'ont pas toujours suivi ces consignes, créant des déséquilibres. Le poids de l'expérience peut devenir un fardeau si le collectif ne s'adapte pas. J'ai aussi noté que le joueur a exprimé, dans une interview, son désir de voir l'équipe évoluer. Mais les actions sur le terrain ne reflétaient pas cette ambition. En fin de compte, Koulibaly reste un leader, mais son influence a été limitée par des schémas tactiques qui ne le mettaient pas en valeur. Le problème, c'est que le staff n'a pas su exploiter pleinement son potentiel, ce qui a coûté cher à l'équipe. Type object comptant franchement, la pression psychologique a été décisive dès le premier entraînement. Je vois les supporters sénégalais collés aux écrans, en Afrique et à l'étranger. Ils suivent chaque minute du match, créant une atmosphère lourde et étouffante. Les joueurs, sortis victorieux de la CAN, ressentent le poids des attentes. Chaque faute individuelle se multiplie, chaque erreur résonne plus fort sous les cris. À la Coupe du Monde, la visibilité devient mondiale, la critique instantanée, implacable. Les temps morts, censés être des pauses de récupération, deviennent des foyers de doute. Le mental collectif vacille, la fluidité du jeu en pâtit. J'ai remarqué l'absence de matchs amicaux de haut niveau avant le tournoi. Sans ces repères, l'équipe a navigué à l'aveugle. Le stress s'est installé. Le manque d'expérience a amplifié la peur de décevoir. Chaque petite bévue alimente la tension, créant un cercle vicieux. Sans une gestion mentale solide, même les meilleures équipes s'effondrent. Je pense que les dirigeants ont sous-estimé l'impact de la pression, privilégiant la technique. Cette négligence a coûté cher. Le mental a dicté la performance. Les médias africains ont amplifié chaque maladresse, renforçant le sentiment d'échec collectif. En fin de compte, le Sénégal a montré que le talent ne suffit pas. Quand le poids des attentes devient écrasant, le mental s'effondre. J'ajoute que les entraîneurs n'ont pas fourni d'outils de résilience suffisants. Les séances de visualisation, les exercices de respiration, même les discussions de groupe ont été rares. Cette carence a laissé les joueurs sans bouclier face aux assauts médiatiques. Le manque d'accompagnement psychologique a transformé chaque doute en crise de confiance. Ainsi, la débâcle n'est pas uniquement technique, elle est avant tout mentale. Bon, après avoir passé en revue le poids du titre, les choix tactiques, le rôle de Koulibaly et le facteur mental, je suis convaincu que le flop du Sénégal à la Coupe du Monde 2026 n'est pas le résultat d'un seul problème. C'est un enchevêtrement de décisions, de pression et de manque d'adaptation. Franchement, les Lions de la Teranga ont prouvé qu'ils pouvaient dominer l'Afrique, mais ils n'ont pas su transformer cette réussite en performance mondiale. Le truc, c'est que si l'équipe veut rebondir, elle doit repenser sa stratégie, libérer la créativité de ses joueurs, et surtout travailler le mental pour supporter la charge des attentes.
Sauf que, sans ces changements, le même scénario risque de se répéter. En définitive, le Sénégal a besoin d'une vraie remise en question, pas seulement d'un ajustement de surface. J'espère que les prochains cycles permettront aux Lions de retrouver leur éclat sur la scène mondiale. Pour la prochaine vidéo, je me pencherai sur la façon dont le Maroc a géré son parcours post-CAN et si leurs leçons peuvent inspirer le Sénégal. Restez connectés et à très vite pour un nouveau décryptage footballistique.